Donc, est-ce que tout le monde voit ce premier slide avec les 3 photos? Oui, je dirais oui. OK, merci. Donc, d'accord. Antti est notre conseillère scientifique sciences humaines et sociales basée à Bruxelles, qui a rejoint l'équipe il y a plus d'1 mois maintenant, donc c'est presque une experte. Vous avez aussi Louise Coutard, qui est conseillère scientifique technique, et moi-même aussi conseiller scientifique technique. Louise est basée à l'unité de Bruxelles et moi à Nannines. Mais bon, peu importe, on est là pour vous encadrer. Ce qui va se passer, c'est que les conseillers scientifiques wallons vont plutôt accompagner les hautes écoles wallonnes, mais pas que exclusivement, et nos conseillers scientifiques bruxellois, en fonction de leurs compétences, vont pouvoir faire la même chose avec les projets portés par des hautes écoles de la région de Bruxelles-Capitale. Donc, cette séance d'animation, elle est organisée aujourd'hui au nom de Cinera et elle est co-animée donc par Antti, Louise et moi-même, et nous interviendrons chacun à différents moments. Alors, pour que tout le monde puisse bien bénéficier de l'information et donc pas utiliser trop de flux, nous vous demandons autant que possible de couper vos micros, de couper vos caméras. Et donc là, il n'y a absolument aucun souci, vous aurez accès à toute l'information. Et alors, on va terminer la séance par une session de questions-réponses. Et donc, nous vous prions également de poser toutes vos questions via l'outil chat du Teams. Donc, on voit le fil des questions. Si on peut y répondre directement pendant la présentation, on va le faire. Sinon, elles seront bien reprises en revue à la fin de la présentation et on tâchera de répondre à toutes vos questions. Donc, merci d'utiliser cet outil chat. Maintenant, un petit sommaire. Donc, la première partie va concerner le règlement en tant que tel et les interprétations du règlement. Donc, comme ça, pour clarifier un certain nombre de choses. Ensuite, il y aura quelques slides qui porteront sur les erreurs à éviter dans le cadre de la rédaction de votre projet FRHE. Et enfin, donc, la session de questions-réponses. Alors, la séance est enregistrée et elle sera, après qu'elle aura été nettoyée, etc., qu'elle sera mise en forme, elle va être disponible sur notre plateforme appel à projet, dans la page FRHE 2021-2022, là où vous avez les informations, donc les accès aux règlements, formulaires, à la fois aux questions, et vous aurez accès, pour ceux qui souhaitent revoir, vous aurez accès à cette séance qui sera enregistrée. Le diaporama, normalement, sera aussi disponible en version PDF. Alors, l'appel à projet en tant que tel, donc là, c'est moi qui vais continuer. FRHE pour financement de la recherche en haute école. Le bailleur de fonds est la Fédération Wallonie-Bruxelles. Qu'est-ce qu'elle a comme objectif dans le cadre de cet appel? C'est d'attirer de nouveaux talents vers la recherche en haute école. Et vous verrez, dans le règlement, il y a des nouveaux points qui vont permettre justement d'attirer ces nouveaux talents. C'est de permettre aux hautes écoles qui sont déjà bien développées dans leurs activités de recherche, leurs thématiques de recherche, de les soutenir dans cette initiative, mais également peut-être pour des hautes écoles où la recherche est moins développée, d'une certaine façon, d'apporter des subsides pour pouvoir développer, pour pouvoir stabiliser et pérenniser par la suite des activités de recherche dans la haute école. Donc en général, les projets visent la multidisciplinarité et elle permet, donc elle n'oblige pas, elle permet les interactions avec d'autres types d'établissements et on verra un peu plus tard dans la présentation qui et sous quelles conditions. Mais avant cela, avant de me concentrer encore un peu plus sur cet appel à projet,
Je vais me concentrer sur quelques statistiques qui ont été mises en ligne par la Fédération Wallonie-Bruxelles assez récemment, pardon, sur les 2 appels à projets précédents. Et là, on pourra voir qu'il n'y a pas de réseau qui est favorisé, il n'y a pas de région qui est favorisée, et il n'y a pas de discipline ou toujours cet antagonisme SHS technique qui est favorisé. Donc les statistiques vont vous montrer que c'est bien un appel à projet qui est ouvert à tout le monde. En 2019, 33 projets avaient été déposés par les hautes écoles et 43 en 2020. Donc sur 2 années, 18 hautes écoles ont participé à ces appels à projets, 18 sur les 19, et elles ont soumis au moins un projet, donc soit seul ou soit en partenariat. Alors dans le cadre du premier appel en 2019, sur les 33, 7 projets ont été subsidiés, donc c'est un rapport de 1 à 5. Dans le cadre de l'appel 2020, 6 projets avaient été subsidiés, donc on est dans une relation de un rapport 1-6. Donc c'est faible, mais finalement, par rapport à d'autres appels à projets, en tout cas sûrement en comparaison par rapport à l'Europe, ça reste des pourcentages tout à fait standards de taux de subside par rapport au nombre de dossiers déposés. Évidemment, ça fait beaucoup d'efforts pour les gens qui les déposent et de ne pas être subsidiés, ça peut être des frustrations, mais voilà, et ça c'est principalement limité par le budget qui est disponible actuellement dans le cadre de l'appel FRHE, on y reviendra un peu plus tard, mais on se dit que si on continue à postuler en masse, le bailleur de fonds arrivera à moyen terme à augmenter les fonds qu'il octroie. Ce que je voulais dire aussi, c'est que sur ces 7 projets en 2019 et 6 en 2020, en tout, il y a eu 13 hautes écoles qui ont été subventionnées, puisqu'il y a des projets qui ont été déposés seuls ou des projets qui sont déposés en partenariat. Et les hautes écoles ont pu, dans ce cadre-là, peut-être être participées à 1, 2 ou 3 projets. Alors, au niveau des statistiques, vous pouvez voir aussi ici, donc en bleu, ce sont les projets qui ont été déposés en 2019, en rose en 2020, en bleu, le taux de projets subsidiés sur ces 2 périodes. Vous voyez qu'il y a eu énormément de dossiers déposés en pédagogie didactique, et puis plus ou moins un nombre équivalent en ingénierie, en sciences sociales ou en sciences de la santé, peut-être un petit peu moins d'agronomie, puis également en économie. Et donc, on voit que le taux de subside, voilà, c'est 1, 2 ou 3 en fonction du nombre de soumis. Et donc, on ne peut pas dire... Enfin, la propension, elle est peut-être plus SHS, mais ça, c'est le nombre de dossiers qui est déposé, c'est une stratégie de la haute école. Mais en tout cas, au niveau des subsides, il n'y a pas une préférence vers une thématique ou une autre. On peut voir que le taux de projets subsidiés est plus ou moins similaire, quelle que soit la thématique. Et donc, par là, j'insiste, c'est un appel à projet qui est ouvert à l'ensemble des thématiques qui sont dispensées au sein des hautes écoles. Ces informations, je ne les ai pas inventées, elles nous viennent donc du site de la Fondation, de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, dans les critères d'éligibilité, le quoi, voilà, ce sont des appels à projets d'une durée maximale, ce sont des projets d'une durée maximale de 2 ans. Ces projets doivent être nouveaux, c'est-à-dire ça ne peut pas être des projets qui ont déjà été financés soit par la FRHE, soit par un autre fonds. Maintenant, quand ce sont des projets qui ont été initiés au sein de la haute école avec un peu de patrimoine pour dépatouiller un petit peu le projet, pour avancer dans l'état de l'art, etc. Voilà, donc là, ce sont des projets qui sont éligibles, mais on est bien sur des nouveaux projets à chaque fois. Et comme je le disais précédemment, ça concerne toutes les disciplines. Alors, qu'est-ce qui est neuf cette année-ci par rapport aux critères d'éligibilité dans le quoi? C'est que la bibliographie des chercheurs peut, cette année, être générée à partir de la plateforme LURC. La plateforme LURC étant une base de données bibliographique, scientifique, où donc les chercheurs en haute école peuvent y déposer leurs publications, des brevets, des rapports, il peut y avoir des TFA. Mais là, ma collègue, c'est Louise, je pense,
Oui, c'est Louise, qui va en parler un peu plus tard. Donc, cette année, il y a possibilité donc de joindre votre bibliographie à partir de la plateforme LOC. Elle sera obligatoire à partir de l'année prochaine et c'est quelque chose qui est imposé par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les critères d'éligibilité, Alors, il faut par projet et par haute école impliquée un porteur de projet. Ce porteur de projet, il doit être soit membre du personnel directeur ou alors un enseignant qui soit nommé ou alors une autre définition, engagé à titre définitif. Donc, un enseignant engagé temporaire à titre indéterminé n'est pas éligible en tant que porteur de projet. Il peut être un chercheur, mais il ne peut pas être le porteur de projet. Alors, dans le cadre d'une collaboration entre plusieurs hautes écoles, chaque haute école aura un porteur de projet, mais dans ce groupe, c'est une seule haute école qui sera l'intermédiaire exclusif et unique avec la Fédération Wallonie-Bruxelles et qui aura le rôle de coordinateur scientifique, administratif et comptable pour l'ensemble du projet. Les membres de l'équipe, donc les chercheurs finalement, doivent être titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur, mais comme je vous le disais, il n'y a pas d'obligation, ils ne doivent pas être nommés. Ils doivent en fait faire partie de la haute école ou peuvent être des chercheurs qui sont engagés selon des clauses bien particulières pour exécuter la recherche. Alors, on parle bien du financement recherche en haute école et malheureusement, les centres de recherche qui sont associés aux hautes écoles, donc ce sont des centres de recherche qui ont une personnalité juridique indépendante, ne sont pas éligibles. C'est quelque chose dont on a déjà discuté avec eux plusieurs fois et c'est un point sur lequel la Fédération Wallonie-Bruxelles est plutôt intransigeante. Donc voilà, c'est uniquement les hautes écoles qui peuvent soumettre un dossier. Alors, qu'est-ce qu'il y a de neuf cette année-ci? Donc, chaque nouvel appel à projet apporte un peu son lot de nouveautés. Si vous permettez, je vérifie une information que j'attendais pour vous. Je sais que je vais pouvoir retrouver la réponse que je voulais communiquer. Ok, je viens d'avoir la réponse de la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc je peux vous donner une information exacte. Alors, donc, quels sont ces critères neufs? Le porteur de projet, donc on a bien dit celui qui va être le coordinateur scientifique, administratif et comptable, ne peut participer qu'à un seul projet à la fois et donc ne peut pas, dans le cadre du FRHE, être porteur de plusieurs projets, en tout cas dans cet appel-ci, et ne peut pas être porteur de deux projets qui sont simultanés sur deux exercices différents. Je m'explique. Les projets qui ont été introduits l'année dernière et qui ont été subsidiés ont démarré il y a peu de temps pour une période de 2 ans. Eh bien, les 6 porteurs de projets, puisqu'il y a eu 6 projets subventionnés, ne peuvent pas être candidats porteurs à cet appel-ci, puisque cet appel-ci, c'est pour démarrer dans 1 an et qu'il y aurait 1 an d'overlap. Voilà. Ça, c'est le règlement et l'interprétation. Hein, je vous le disais, il y a beaucoup d'interprétations. Un porteur de projet, un seul projet à la fois. Au niveau des chercheurs, c'est un peu différent. Donc, ils peuvent participer. Le porteur principal peut-il être le porteur partenaire dans un autre appel à projet? Non. Un porteur ne peut donc le nom d'un porteur ne peut apparaître qu'une seule fois dans les différents dossiers qui seront soumis. En ce qui concerne le chercheur, là c'est un petit peu plus flexible. Donc, un chercheur ne pourra pas participer à 2 projets de recherche du même appel. Donc,
tous les dossiers qui seront soumis dans le cadre de l'appel FRHE 2021-2022, le chercheur, qu'il soit à titre principal ou secondaire, ne peut apparaître qu'une seule fois dans les dossiers. Mais il peut être engagé dans un autre projet de recherche de l'année précédente, par exemple, pour autant que la somme totale du temps imparti pour les deux projets ne dépasse pas les 100%, ça c'est bien clair, tient bien compte des activités d'enseignement qui leur est resté, et qu'il arrive à justifier, enfin pas qu'il arrive, mais qu'il justifie comment l'école va tout mettre en œuvre pour faire en sorte qu'il puisse se concentrer sur deux projets différents qui s'overlappent pendant une certaine période. Donc là, il y a un peu plus de flexibilité sur le chercheur. Autre nouvelle condition dans les critères d'éligibilité, c'est qu'il faut au moins une personne sans expérience préalable de la recherche dans une équipe de recherche. Et donc, finalement, c'est un enseignant qui n'aurait jamais fait de recherche et qui voudrait donc démarrer des activités de recherche. C'est un étudiant qui a terminé ses études et qui serait repris dans un contrat de chercheur. Voilà, il faut que chaque équipe intègre au moins une personne. Ça ne doit pas être le chercheur principal, ça doit être intégré dans l'équipe. Et là où il y a aussi une petite subtilité, c'est que dans le cadre d'un partenariat entre plusieurs hautes écoles, l'ensemble des chercheurs ne constitue qu'une seule équipe. Et donc, s'il y a plusieurs hautes écoles, il faut au minimum une seule personne sans expérience préalable. Vous pourriez en avoir plus, ça quel que soit le projet, mais donc la seule condition c'est de montrer qu'il y ait une personne sans expérience préalable et que dans le dossier, on définisse comment cette personne va être soutenue. Et donc la démonstration de ce soutien, de cet encadrement, de ce suivi fera partie de l'évaluation du dossier. Alors, je disais en effet, on peut avoir la personne soit déjà nommée. C'est parce que j'essaie de répondre, soit déjà nommé dans le dossier, ou bien... Non, en fait, dans les dossiers, soit les chercheurs sont identifiés et on vous demande de joindre le CV, soit les chercheurs seront à identifier si on doit engager quelqu'un, et là, il faut identifier le profil de la personne que le souhaite engager. Donc, je vais continuer ma présentation. Au niveau des partenariats, alors, donc une haute école peut soumettre un dossier seul. Il ne sera pas moins bien évalué si elle est seule que si elle est accompagnée. C'est vraiment le projet en lui-même, son objectif, ses impacts, les ressources qui vont être attribuées, etc. Donc tout ça est important. Donc elle peut le soumettre seule ou elle peut le soumettre avec d'autres hautes écoles. Dans ce cadre-là, toutes les hautes écoles qui participent dans un projet sont subsidiées. Donc chacune devra remettre son budget prévisionnel pour le staff qu'elle aura, pour le matériel ou l'équipement qu'elle utilisera, pour ses autres frais d'exploitation et ses frais généraux. Alors, vous pouvez également avoir une haute école ou plusieurs hautes écoles qui ont d'autres partenaires scientifiques. Ça pourrait être un partenariat avec des universités ou des partenaires non scientifiques, mais qui ont vraiment une contribution importante à apporter dans votre projet. Ça pourrait être une ASBL, ce pourrait être une fédération, ce pourrait être un cabinet éventuellement, enfin là je vais vraiment loin, ou une entreprise, mais tous ces partenaires qui ne sont pas haute école ne sont pas subsidiables. Alors quand on dit partenaire, c'est qu'il y a vraiment un travail de recherche ou alors du prêt de matériel ou ce genre de choses, et le tout sera régi par un accord de consortium ou un accord de coopération en fonction de qui appartient, de qui est là. Et alors, ce qui est important, et ça c'était déjà le cas l'année dernière, au niveau de la propriété intellectuelle,
les partenaires qui produisent des connaissances ou qui produisent des délivrables sont propriétaires de leurs droits et la haute école qui produit est propriétaire de son droit. Et donc, en fait, les accords de consortium vont aussi tenir compte de ces différents éléments pour que les délivrables finaux puissent avoir un impact voulu. Donc ça, on en viendra un peu plus tard dans la présentation. On va ne financer qu'un projet de recherche que s'il y a une question de recherche qui est bien précise et définie, qu'on a étayé par l'état de l'art qu'il manque cette réponse, que nous, on a la possibilité, avec notre partenariat, d'amener cette réponse, qu'on la construit avec ce plan de travail et ses ressources pour avoir un impact. Et même si l'impact n'est pas l'impact, il aura lieu après la recherche, il est vraiment important de bien définir ce qu'il en est et de permettre donc aux utilisateurs éventuels de le faire. Alors, comme je viens de le dire, une université peut être partenaire mais n'aura pas de financement. Ça, ne sont subsidiables que les hautes écoles. Alors, pour les partenariats, ce qu'on a fait cette année-ci, c'est de vous mettre à disposition, au travers du lien que vous voyez là en rose, un tableau, enfin un Google Sheet, qui permet soit donc de vous identifier, de mettre quelle est la thématique que vous souhaitez développer, les expertises que vous avez et les expertises qu'il vous manque. Et en regard de cela, il est possible à d'autres personnes de se dire, ben voilà, moi ça m'intéresse et j'ai telle expertise et telle expertise que je peux vous apporter. Et donc c'est une façon de créer des partenariats. Donc ce tableau, il est déjà à disposition, donc vous pouvez l'utiliser comme vous le voulez et ça vous permettra donc de voir avec qui vous pourriez travailler si ça se justifie dans le cadre d'un projet FRHE. Alors, comment est-ce qu'on identifie une personne sans expérience? On y reviendra à la fin parce que comme il y a plusieurs questions qui s'enchaînent, si je vois la question au moment de mon slide, je vous y réponds. Si je la vois trop tard, on va tout garder pour la fin. Ce sera plus simple pour moi et pour les gens qui nous écoutent. Alors, oui, on peut mettre, Louise ou Antti, voulez-vous bien mettre le lien vers le Google Sheet dans le flux de la conversation? Merci. Moi, je continue. Donc, les critères d'évaluation, donc il y a la qualité scientifique, l'impact sociétal et la mise en œuvre pour un total de 100%. Et donc, en gros, comment ça fonctionne? Il y aura donc il y a trois experts qui vont évaluer le dossier, 2 experts externes qui auront été identifiés par la Fédération Wallonie-Bruxelles et qui vont se porter sur la qualité scientifique. Ils auront chacun 30% des points dans cette évaluation. Vous aurez un expert au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du cabinet qui vont, eux, évaluer l'impact sociétal du projet. Et ensuite, en interne également, 10 points pour la mise en œuvre. Donc, comme je vous le disais, dans la mise en œuvre, il sera aussi très important de montrer comment vous allez intégrer la nouvelle personne sans expérience préalable de recherche au sein de votre équipe et l'encadrer. Alors, il faut que l'équipe, dans le règlement, dans le formulaire, ces critères scientifiques, sociétaux et de mise en œuvre sont beaucoup plus développés. Mais vous voyez que le genre revient à chaque fois, également dans la composition de l'équipe à un moment donné. Et donc, Antti, donc ma collègue, va présenter quelques slides sur le genre et annoncer que si il y a suffisamment de candidats, on pourra, alors là, pour les gens qui entament un projet, qui se lancent dans le projet, organiser une séance de formation sur le genre. Mais là, je laisse Antti reprendre la parole. Merci Michele.
Alors, dans le règlement et les critères d'évaluation formulés par la Fédération Wallonie-Bruxelles, cette dernière insiste très fortement sur la nécessité d'intégrer une réflexion sur la dimension genre pour tout projet de recherche financé par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et pour ce faire, en fait, elle a listé une série de sites, à vrai dire un peu en vrac dans le règlement même du FRHE, sites destinés en fait à servir de référence afin d'aider les chercheurs à mieux appréhender cette dimension. Nous avons donc parcouru ces documents pour en retirer la substantifique moelle et pour mettre en évidence quelques points d'attention pour la rédaction de vos projets de recherche. Alors, il s'agit de mener et d'intégrer une véritable réflexion sur le genre. Et là, on insiste beaucoup là-dessus. Ce n'est pas juste du saupoudrage avec des mots ou des concepts en lien avec le genre pour montrer aux évaluateurs que vous avez bien tenu compte de cette dimension. Il s'agit vraiment d'impliquer cette dimension dans le projet de recherche même, ce qui peut signifier et comprendre plusieurs choses qui ne s'excluent pas. Alors, c'est notamment tenir compte de la dimension genre lorsque vous définissez la population étudiée, lorsque vous procédez par exemple à un échantillonnage et lorsque vous collectez vos données. C'est aussi interroger dans quelle mesure en fait le genre constitue un facteur susceptible de moduler votre question de recherche. C'est donc se demander, est-ce qu'il s'agit d'une variable pertinente et est-ce que cette variable pourrait avoir une incidence sur votre problématique, vos hypothèses ou encore vos données. Cela pourrait être aussi, dans une perspective quelque peu, disons, plus méta, interroger les effets du genre sur le chercheur par rapport à son épistémologie ou méthodologie de recherche. Enfin, il peut s'agir également de souligner dans quelle mesure les résultats même de votre recherche pourraient avoir un impact sur les enquêtés et enquêtées, sur les représentations que l'on peut avoir ou encore sur la déconstruction de certains stéréotypes de genre. Alors, cette réflexion sur la dimension genre est donc à intégrer à 3 niveaux du projet. Et donc, elle sera aussi par conséquent évaluée à ces 3 niveaux par les experts. Ces 3 niveaux sont le contenu même du projet de recherche, l'impact sociétal du projet et la mise en œuvre du projet. Alors, il est évident qu'en fait, tous les projets ne sont pas concernés directement par chacun de ces niveaux et que selon la nature même de vos projets, le degré d'importance pris par cette dimension genre peut varier. Néanmoins, quelle que soit votre recherche, celle-ci sera toujours concernée par au moins un de ces 3 niveaux. Si ce n'est pas par rapport au contenu et objectif de la recherche, cela peut l'être par rapport à la manière dont vous constituez votre échantillonnage, par rapport aussi à l'impact de vos résultats ou encore par rapport à la constitution même de l'équipe de recherche. Si la dimension genre semble a priori plus facile à appréhender dans le cadre des projets SHS, en réalité, les projets orientés plus techniques sont également concernés. En fait, quand on fait de la recherche, on essaie généralement de dégager des idées les plus générales possibles. Par conséquent, il est assez fréquent en fait, de voir des études conduites sur un sexe et dont les résultats sont alors extrapolés à l'ensemble de la population, passant ainsi sous silence des spécificités ou des effets potentiellement liés à l'autre sexe. Par exemple, et là je reprends un exemple donné par Michele, si vous étudiez des effets d'un traitement sur des souris, il faudra veiller à ce qu'il y ait une comparaison entre la population souris femelle et la population souris mâle. Si un phénomène donné se concentre sur une population mâle, il faudra alors bien préciser pourquoi on n'utilise pas de population femelle. Si pour une raison ou une autre, cette comparaison genrée ne vous semble pas pertinente, il faudra justifier pourquoi elle ne vous semble donc pas pertinente, mais montrer donc que cette réflexion a été néanmoins menée. Par ailleurs, et ça concerne davantage la constitution même de l'équipe de recherche, il faut toujours veiller qu'à compétences égales, il y ait une proportion équilibrée hommes-femmes dans l'équipe. C'est donc important de garder à l'esprit que le genre n'est pas seulement un objet de recherche, mais c'est aussi et surtout un regard qui peut être porté sur différents objets. Donc, au sein de Cinera, on a bien conscience que cette dimension genre n'est pas toujours facile à appréhender parce qu'elle est en fait en réalité très complexe et nécessite une certaine connaissance des concepts et des réalités que ces concepts véhiculent.
Et c'est pourquoi, comme le disait mon collègue Michele, si vous en ressentez la nécessité, nous pouvons organiser prochainement, sans doute au courant du mois de mai, une séance d'information spécifique et plus approfondie sur cette dimension genre. Sachez aussi que les conseillers scientifiques au sein de CINERA sont présents aussi pour vous accompagner et vous aider au mieux à affiner cette réflexion par rapport à la singularité même de vos projets de recherche. N'hésitez donc pas à nous écrire aujourd'hui ou dans les prochains jours pour manifester un intérêt ou un besoin pour que nous puissions aussi centraliser les demandes et revenir au plus vite vers vous. Michele, je te laisse reprendre la parole. Michele, ton micro est éteint. Michele, il faut allumer ton micro. Merci Birgit. Donc, voilà, je reprends la parole. Et donc, comme je le disais juste à l'instant, non, la dimension genre n'implique pas qu'il faille déposer un projet avec l'écriture inclusive. Ce n'est pas, si quelqu'un souhaite le faire, il peut le faire évidemment, mais ça n'est pas repris et ça n'est pas un critère d'éligibilité. Alors, l'équilibre homme-femme dans une équipe, elle est fortement recommandé, donc 50-50, c'est pas toujours évident, mais à compétences égales, on doit s'assurer qu'en effet, que dans l'ensemble de l'équipe, donc avec le nombre, l'ensemble des chercheurs, s'il y a plusieurs autres écoles qui sont impliquées, qu'on atteint quand même un équilibre homme-femme. Donc là, en fait, c'était des slides que tu voulais présenter normalement? C'était juste pour montrer le type de site de référence fourni par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ok. Alors, au niveau du budget, donc le budget global, il est toujours limité aux millions d'euros par appel, qui est en fait indexé chaque année. Donc cette année, on était à 1 015 000 ou enfin ce genre de choses. Mais donc on reste sur 1 million. Le projet, donc par projet, s'il y a une seule haute école qui porte le projet, le maximum que vous puissiez demander au niveau du budget prévisionnel est de 150 000 euros. Par contre, et donc vous n'êtes pas obligé d'arriver au maximum. Et dans le cadre d'un partenariat inter-haute école, qu'il y ait 2 ou 10 hautes écoles, j'exagère, le maximum que vous puissiez demander pour l'ensemble du partenariat est de 250 000 euros. Donc là, il n'y a pas de changement par rapport aux 2 éditions précédentes. Alors, au niveau des frais éligibles, vous avez les frais de personnel, les frais d'instruments et de matériel, les autres frais d'exploitation et des frais de fonctionnement que l'on peut également appeler des frais généraux. Alors, les frais de personnel, voilà, donc ça dépendra de combien de personnes vous aurez sur le projet, le détachement et la qualité. En principe, vous pouvez utiliser soit des frais réels, et c'est probablement le cas si vous engagez quelqu'un sur un contrat bien particulier, soit la notion du coût moyen brut pondéré pour... là, on va rentrer encore dans des interprétations, pour en principe financer le remplacement du chercheur, de l'enseignant qui va devenir enseignant-chercheur. Donc, si vous êtes un enseignant et que vous allez être détaché 3/10 de temps à la recherche, donc en principe, ce qu'il faut déclarer, c'est les 3/10 du coût moyen brut pondéré pour remplacer l'enseignant, enfin pour remplacer votre fonction d'enseignant par quelqu'un d'autre, sachant que vous, votre salaire ne sera pas du tout impacté et va rester le même, et que vos années d'ancienneté, etc., ne seront pas impactées. Alors après, vous avez aussi le poste frais d'instruments et de matériel. Celui-là, il concerne en fait tout ce qui coûte plus de 5 000 euros et qui est du plus que 5 000 euros à l'unité.
hors TVA et qui est donc amortissable et en fonction de ce que c'est, donc ça, tout ça c'est bien repris dans le règlement, c'est bien repris dans notre FAQ, ça va être amorti en général sur 5 ans et du matériel informatique c'est plutôt de l'ordre de 3 ans, mais au prorata de la durée de la recherche. Donc, si la recherche dure 1 an, ben, c'est 1/5 que vous pourrez amortir. Si elle dure les 2 ans, c'est 2/5 que vous pourrez amortir. Donc, je ne vois que... Je ne comprends pas. Moi, je vois l'ensemble des frais. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème pour le slide. Ok, donc, enfin, Monsieur Adelin, Monsieur De Beer, pardon. Voilà, donc vous aurez de toute façon les slides en format PDF par après. Alors, donc, je le disais, les films, les frais d'instruments et de matériel, c'est tout ce qui va être amorti, donc tout ce qui coûte plus que 5 000 € à l'unité. Et alors, vous avez les autres frais d'exploitation. Et là, dans le règlement, vous avez une liste d'une dizaine de points. Et ça concerne les consommables, ça concerne les petits équipements, ça concerne des frais de déplacement dans le cadre d'enquêtes. Si vous réalisez des enquêtes et que vous faites déplacer des gens, vous pouvez les défrayer. Ça peut être des frais de jobiste, donc pas d'un travail de TFiste, mais vraiment un étudiant qui sera engagé pour de la retranscription, par exemple, ou ce genre de choses. Des frais de réunion, de colloques, de formation, au niveau de l'impact de diffusion de vos résultats ou d'organisation de colloques, etc. Donc, ok. Ensuite, vous avez des frais de fonctionnement qui, eux, sont forfaitaires. Donc, en fonction de ce que vous aurez déclaré dans les postes avant, vous aurez les frais forfaitaires. Ces frais forfaitaires vont servir à de la gestion en interne pour le soutien de votre secrétariat, le soutien de la téléphonie, le soutien de l'équipe comptabilité pour les rapports comptables. Voilà, donc ça, c'est vraiment des frais qui sont forfaitaires. Alors, ça, ce sont les frais éligibles. Alors, est-ce que le projet doit toujours être 100% financé par le FRHE? Oui, donc ça, c'était une... Donc, la première année, on permettait, enfin, la Fédération Wallonie-Bruxelles permettait à ce que finalement un projet soit peut-être plus ambitieux que ce qu'il n'encadrait, et donc avec une participation sur les fonds propres de la haute école, donc du patrimoine, et donc d'avoir peut-être plus de chercheurs impliqués, mais de n'avoir qu'une partie du personnel pour pouvoir rentrer dans les 150 000 ou les 250 000. Cette flexibilité a été supprimée l'année dernière, donc le projet doit se tenir, doit s'autosuffire en fait, et il ne peut pas y avoir d'intervention extérieure, et c'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Alors, le pourcentage des frais de fonctionnement, il est de 10% de la somme des frais de personnel et, me semble-t-il, des autres frais d'exploitation. Dans les autres frais d'exploitation, vous pouvez également avoir du prototypage, des frais de prototypage et des frais de sous-traitance. Les frais de sous-traitance, eux, sont limités à maximum 10% de la somme. De quelle somme? Celle-là des frais de personnel et des autres frais d'exploitation. Et donc, il y a tout un petit calcul un peu compliqué puisque tous les pourcentages sont interdépendants au moment du suivi du budget. Enfin, ceux qui vont plus loin, qui se feront accompagner par nous, on vous aidera avec les formules mathématiques qui vous simplifieront un petit peu les choses. Donc, si je passe au slide suivant, donc je le disais, les frais de sous-traitance sont éligibles. Et c'est 10% du budget total, pardon, c'était pas parcellaire, donc c'est 10% du budget total.
et uniquement dans le cadre d'un travail qui doit être exécuté pour le bien fondé de la recherche, mais que la haute école n'a pas les capacités, que ce soit en ressources matérielles ou en ressources humaines, pour pouvoir réaliser ce travail. Et donc, sous-traiter à quelqu'un, donc à un groupe extérieur, dans le cadre d'une prestation de service. Et donc, un prestataire de service, le sous-traitant, ne peut pas être un de vos partenaires de recherche avec qui vous aurez un accord de collaboration, une gestion de l'API, etc. S'ils sont partenaires, ils ne peuvent pas être sous-traitants. S'ils sont sous-traitants, ils ne peuvent pas être partenaires. Alors, au niveau des dates, on vous a, par rapport au calendrier qui est officiel, on vous a rajouté la date du 6 mai. Donc, comme l'année dernière, nous souhaiterions, nous, CINERA, connaître au plus tôt toutes les personnes qui souhaitent se faire accompagner de CINERA dans le cadre du montage de leur projet. Donc, si vous pouvez le faire en m'envoyant un mail avec quelques explications, la thématique, s'il y a un partenaire, et donc la haute école dans laquelle vous êtes, évidemment. Voilà, donc comme ça, nous, on peut se distribuer le travail en interne et surtout, entre-temps, avoir une validation de vos coordinateurs de recherche. Donc, en fait, dans notre système de fonctionnement, notre flux de communication principal se fait avec les coordinateurs de recherche de chacune de vos institutions. Il y a un groupe de coordinateurs de recherche qui sont les gens avec qui on interagit régulièrement et donc on leur dira, voilà, pour votre haute école, nous avons reçu telle et telle demande d'accompagnement, est-ce que vous validez ou pas? Et donc comme ça, c'est clair, c'est transparent pour tout le monde. Donc ça, c'est la date du 6 mai. Le dépôt du dossier, donc lui, doit se faire pour au plus tard le vendredi 2 juillet à 14 h de manière électronique avec un document Word qui contient toutes les annexes. Le document Word, je pense que c'est celui qui doit être signé et le document PDF ne l'est pas. Enfin, ou le contraire, mais bon, ça c'est dans le règlement. Alors, ce qui est vraiment important à savoir, c'est qu'ils ont donc adapté un petit peu leur règlement. Et donc, vous recevrez, donc c'est le porteur de projet, hein, donc c'est pas le chercheur, c'est le porteur de projet principal qui va déposer le dossier de manière électronique. Et c'est lui qui, dans les jours qui vont suivre le dépôt après le 2 juillet, recevra un accusé de réception. Si pour une raison ou l'autre, dans la semaine qui suit, le 2 juillet, vous n'avez pas reçu d'accusé de réception, là vous devez impérativement et immédiatement contacter Florence Vandendorp, dont l'adresse courriel se trouve là. Alors, pendant la période qui va suivre, il y a une première phase pour la Fédération Wallonie-Bruxelles qui est de vérifier les critères d'éligibilité du projet. Et pour la fin août, donc normalement aux environs du 25 août, aux environs du 27 août, pardon, vous allez recevoir un autre mail de la part de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui vous dira si le projet est éligible ou pas. Et là, à partir de là, il va passer chez les experts externes pour une évaluation. Alors, il n'y a qu'une seule personne qui est le contact, donc je vois ici une question si le porteur principal est indisponible, malade ou quoi que ce soit, eh bien, qu'il s'arrange pour avoir une réponse d'absence dans son mail et de communiquer à ce moment-là, Madame Vandendorp, à qui d'autre cette information doit être suivie parce qu'ils n'ont qu'un seul et unique interlocuteur. Donc là, je reviens à mon processus d'évaluation. En principe, aux environs du 19 novembre, l'évaluation par le jury de la Fédération Wallonie-Bruxelles sera fait et
Ça devra passer à la fin de l'année pour une validation au niveau du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, avec toujours l'objectif, et ça c'est immuable, on l'a déjà mentionné plusieurs fois, c'est un démarrage du projet entre le 1er mars et le 30 juin de l'année qui suit. Alors oui, en effet, quand je disais, il faut l'accusé de réception, c'est le 2 juillet, et l'autre mail, c'est pour les critères, c'est pour l'éligibilité, c'est le 27 août. Doit-elle obligatoirement être envoyée à partir du mail du porteur principal? Ben oui, c'est logique. Si c'est le porteur de projet qui doit soumettre, c'est son mail qui doit figurer. C'est beaucoup plus simple pour leur communication. Donc, Word sans les signatures, mais avec les annexes, et en PDF avec les annexes et les signatures. À quelle date doit-on l'information sur la sélection définitive du projet? Et donc, comme vous l'avez vu, ça passe, donc en principe, sur le principe, ça passe au gouvernement entre fin décembre, début janvier. Donc, en principe, en janvier, on doit avoir l'information. La première année, il y a eu vraiment de gros retards. Cette année-ci, je pense que les gens en ont été informés dans le courant du mois de février. Ça, c'est l'information définitive. Alors, en attendant, je vois que j'ai encore une question, merci. En attendant, si vous voulez plus d'informations par rapport, avoir accès au formulaire, avoir accès au règlement, avoir accès aux documents foire aux questions, donc rendez-vous sur notre plateforme appel à projet, dans laquelle vous trouverez dans quelques jours également la version PDF de nos slides, ainsi que la vidéo de la présente séance d'information. À ce stade-ci. Alors là, nous avons décidé, de vous faire un petit retour de la part des chercheurs qui travaillent soit depuis plus d'1 an, soit depuis quelques mois au travers des budgets qui ont été, des projets qui ont été subsidiés pour 2020 et pour 2021. Alors, ce qu'ils ont trouvé intéressant et ce qui est stimulant, c'est qu'il y a un appel à projet uniquement adressé aux hautes écoles, et donc on fait confiance aux hautes écoles dans le pouvoir de développer de la recherche scientifique appliquée, mais scientifique. D'une certaine façon, il n'y a peut-être pas de la concurrence avec les universités, mais comme vous l'avez vu au début, il y a quand même une concurrence qui est relativement importante, puisqu'il y a beaucoup de projets qui sont soumis. Le dossier, vous verrez, pour ceux qui ne sont pas encore collés, est un dossier qui est très complet, très demandant, avec beaucoup d'informations à fournir, ce qui prouve le sérieux dans la réflexion de l'appel à projet et dans la réflexion des projets que l'on doit soumettre, évidemment. Que des collaborations extérieures avec des hautes écoles ou pas sont possibles. Que les budgets sont, ma foi, par projet conséquents, 150 000, voire 250 000 €, donc ça c'est pas mal non plus. Qu'il existe un modèle d'accord qu'on peut vous fournir chez Cinera et qu'on vous aide à compléter aussi, donc voilà, et que tous ceux qui sont passés par nous ont trouvé que le soutien était très bien, donc je ne peux vous encourager qu'à nous solliciter, évidemment. Alors, il y a des plus, mais il y a aussi quelques moins. Donc, comme on le disait, c'est un appel à projet qui est très exigeant et donc qui demande du temps pour compléter. Si le formulaire vierge fait 6 ou 7 pages, le formulaire complété en fera presque 50, et avec des informations qui sont, qui doivent toutes être pertinentes par rapport aux questions, par rapport à l'organisation, à la réflexion, etc. Donc, ça prend du temps. N'attendez pas les dernières semaines pour vous y lancer. Il y a quand même une concurrence, mais bon, voilà, d'un autre côté, c'est montrer l'intérêt, c'est peut-être aussi encourager la Fédération Wallonie-Bruxelles à augmenter dans un moyen terme le budget qu'elle va dédier à cet appel.
Alors, évidemment, je l'avais dit, c'est un budget conséquent, mais c'est vrai que si on a un chercheur temps plein qui va travailler pendant les 2 ans, le budget, ben, en grosse partie, va partir en frais de personnel. La notion du genre, ça c'est un commentaire qu'on a reçu, n'est pas toujours évidente, et donc, de nouveau, la proposition qu'on vous a faite au travers de la présentation d'Anti, c'est, enfin, si vous le souhaitez et qu'il y a suffisamment de candidats, on pourra organiser assez rapidement une formation sur le genre. Et alors, voilà, pour les chercheurs, c'est pas toujours évident parce que, comme je vous le disais, ça c'est immuable pour le moment en tout cas. Les dates de démarrage sont entre le 1er mars et le 30 juin et ça ne correspond pas nécessairement à la flexibilité des hautes écoles sur l'attribution des horaires qui datent souvent bien avant, et donc c'est difficile pour un enseignant-chercheur de devoir lâcher ça. Maintenant, les démarrages en différé sont possibles, mais uniquement sur demande auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles et sur acceptation de leur part, évidemment. Alors, là, finalement, c'est quand même un feedback que nous a fait, même si ce sont les gens qui sont impliqués dans des projets de recherche et donc qui ont été subsidiés. Pour les projets non subsidiés, la Fédération Wallonie-Bruxelles communique une évaluation qui a été faite sur le projet. Et c'est vrai que cette évaluation est relativement sommaire, donc ça c'est quelque chose qu'on essaie de voir avec eux si elle ne peut pas être plus développée, et parfois ne met pas toujours bien en évidence quels étaient les points négatifs ou les points à améliorer. Et donc du coup, ça c'est un point négatif. Voilà. Donc, je répondrai à cette question après, sinon ça va mélanger. Et encore un dernier slide pour ma part. Les points auxquels il faut faire attention durant le montage pour ne pas être désarçonné ou dépourvu lors du projet. C'est de bien définir les impacts de votre projet, donc de ne pas sortir des lieux communs. Donc, c'est de vraiment réfléchir à quels seront les impacts, quels peuvent être les impacts et comment ces impacts pourront avoir lieu. Donc, c'est ça que dans le partenariat, il faut vraiment bien réfléchir à si vous développez une méthodologie, si vous développez un outil, comment et par qui cet outil pourrait être utilisé. Et c'est pas juste vous dire, je mets tout en place pour développer ça, en me disant que ce sera utile pour, et mon projet s'arrête. Si vous n'avez pas les partenariats, si vous n'avez pas mis en place tout ce qui est nécessaire, eh bien, le projet n'ira pas plus loin. Et en gros, au niveau de l'évaluation, ce sont des points qui sont négatifs. Ce qui est important aussi, c'est vraiment de réfléchir à votre question de recherche, qu'est-ce que vous voulez mettre en avant, pourquoi, quel est l'état de l'art, quelle est la problématique, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on va y répondre, quel est le temps de travail, et surtout que ce soit en adéquation avec le temps que vous allez être détaché. Et si vous allez être détaché à un projet à 2 dixièmes ou 3 dixièmes pendant 2 ans et que dans vos tâches de travail, vous développez un travail titanesque, eh bien non, ce ne sera pas réalisable. Donc le but, c'est pas que vous soyez à du 100%. Le but, c'est de dire, j'ai une question de recherche, la réponse est importante, dans le temps qui m'est imparti, voilà ce que je peux faire pour arriver à cette réponse. Et donc vraiment, essayer d'être consistant tout au long du projet. Alors, évidemment, LUC, c'est une plateforme qui a été mise à disposition des hautes écoles il y a peut-être une petite année. Si on veut générer sa bibliographie à partir de LUC, il faut charger ces articles et ça prend du temps, il y a une procédure. Donc là aussi, n'attendez pas la dernière minute pour le faire. Dans chacune des hautes écoles, il y a un responsable LUC. On pourra, si vous le souhaitez, pour votre école, vous communiquer qui est cette personne.
Oui, allouer suffisamment de temps au rassemblement des signatures, donc ça c'est une expérience de certaines personnes. On va vous l'expliquer un peu plus loin. On va utiliser maintenant l'outil DocuSign qui nous permettra de faciliter cette étape, mais on va parler un petit peu après. Aspect juridique, dimension, genre. Et donc, vous pouvez évidemment faire appel à notre équipe, puisque je vous parlais des conseillers scientifiques, mais on a également un conseiller juridique, on a également un business developer qui, lui, peut apporter une vue sur les impacts, etc. Donc, on est vraiment une équipe pluridisciplinaire. Voilà, moi j'ai terminé ma partie qui était donc celle qui concernait le règlement. On va passer au point important ici par Anti et Louise sur la rédaction et ensuite on aborde toutes les questions à laquelle je n'ai pas pu répondre dans la première partie. Alors, on vous propose à présent de partir de la structure du dossier FRHE pour vous présenter ces différents éléments constituants. Alors, dans cette partie publique du dossier, il y a plusieurs éléments essentiels, notamment le titre, l'acronyme et les mots-clés, sur lesquels nous voudrions attirer votre attention pour vous exposer les bonnes et les moins bonnes pratiques en la matière par rapport à l'expérience que Cinera a acquis du montage et suivi des projets FRHE des 2 éditions précédentes. Alors, le titre, ce titre doit contenir les éléments de votre question de recherche, mais aussi l'objectif principal visé. Un accent peut être mis sur l'originalité du projet ou sur votre approche méthodologique innovante si vous le jugez pertinent. De même, une certaine contextualisation du phénomène étudié est également parfois nécessaire. Ce titre choisi doit donc être suffisamment précis pour les spécialistes tout en étant accessible pour des non-spécialistes. Alors, en ce qui concerne l'acronyme, il doit être prononçable, mémorisable et attractif à la fois, puisque c'est par lui que votre projet de recherche sera généralement identifié. Donc, il faut vraiment qu'il puisse servir d'accroche. Par exemple, parmi les projets déposés et acceptés de l'année dernière, on avait le projet IMAGE, dont le titre était « Interaction entre les maladies chroniques et le genre chez les jeunes », ou encore le projet EMPRA-Jeux, qui consistait en fait en une analyse des pratiques de jeux de société en animation et formation socioculturelle. On a eu également le projet Profort, qui était en fait des rencontres inattendues autour du projet de formation pour les étudiants qui recommençaient leur première année de baccalauréat. Alors, concernant les mots-clés, il s'agit plutôt de compléments d'information par rapport au titre. Donc, il ne s'agit pas de reprendre systématiquement les mots du titre. Il s'agit plutôt d'identifier des termes qui vous semblent éclairants de la thématique de recherche ou du courant dans lequel s'inscrit votre projet. Et du coup, ces mots doivent être courts et en général sont aussi au singulier. Enfin, au niveau de la ou des disciplines, il faudra aussi indiquer la discipline ou les disciplines au sein de laquelle ou desquelles s'inscrit votre projet de recherche. Cela pourrait être la physique quantique, la santé, l'environnement, la psychologie, l'anthropologie, la philosophie ou encore la pédagogie. Alors, on arrive ensuite à une autre partie du dossier qui prend en fait très peu de place, maximum une demi-page, mais dont les enjeux sont assez cruciaux, à savoir le résumé. Si cette partie arrive au début du dossier, sachez qu'il faut vraiment la rédiger à la toute fin, une fois que l'ensemble des tenants et aboutissants du projet vous apparaît clairement. Ce résumé du projet de recherche doit donc comprendre les éléments saillants du dossier, à savoir la contextualisation de la problématique, la question de recherche, les objectifs visés, la méthodologie adoptée, les résultats attendus et parfois aussi les impacts potentiels. Tous ces éléments doivent donc être pris, mais de façon plutôt condensée et synthétique. Le résumé donc doit être clair et structuré et l'enchaînement des idées doit sembler couler de source pour les évaluateurs. Il doit également être compréhensible pour les non-spécialistes, mais cela ne signifie pas qu'il faut perdre en précision pour autant. Et d'ailleurs, c'est sur cet élément, en général, que les dossiers aussi de candidature sont départagés entre experts. Et en général, la lecture du résumé suffit parfois à avoir une idée assez claire de la qualité de rédaction du dossier qui va suivre. Alors, on arrive à présent à la partie plutôt confidentielle du projet, qui concerne vraiment la proposition détaillée du projet.
Alors, concernant la problématique et les objectifs, et donc il faudra formuler clairement la problématique qui est à l'origine de votre projet de recherche, mais aussi les questions auxquelles le projet tentera de répondre, en veillant à être structuré dans la manière de les présenter. En fait, il faut vraiment que ça réponde à un raisonnement logique et structuré, et non en fait juste des questions, disons, juxtaposées et mises en vrac. Ensuite, il faudra présenter les objectifs que vous souhaitez atteindre par la mise en œuvre de votre projet. Il sera aussi important de mettre en évidence la plus-value spécifique et l'aspect novateur de votre projet au regard de l'état de l'art dans le domaine concerné que vous avez dressé, c'est-à-dire après avoir identifié les lacunes potentielles de votre champ de recherche. Enfin, il ne faudra pas oublier de préciser dans quelle mesure la dimension genre a été prise en compte dans le contenu de la recherche. Alors, dans cette partie, l'état de l'art est une démarche vraiment essentielle à l'élaboration de votre projet de recherche. État de l'art qu'on appelle aussi revue de la littérature, et qui consiste en une synthèse rigoureuse de l'état des connaissances dans un domaine donné, qu'il soit scientifique, technique, médical, artistique, à un instant T, et en réponse à une problématique de recherche. Autrement dit, il vous est demandé de faire un état des lieux des connaissances qui existent sur votre sujet de recherche, en identifiant les publications qui vous semblent les plus pertinentes en la matière, pour montrer précisément en fait dans quel courant et théorie de recherche s'inscrit votre projet. C'est par ce biais-là que en fait les évaluateurs pourront mesurer aussi l'apport innovant de votre travail et de votre démarche. Alors, à cela, pour le domaine technique, on a la recherche d'antériorité, qui est en fait un état de l'art mais complémentaire, et qui consiste à dresser l'ensemble des informations, brevets ou autres, accessibles au public. Donc, cette recherche d'antériorité ne suffit pas à répondre à un état de l'art, mais est vraiment complémentaire à cet état de l'art. Alors, et un dernier mot concernant la bibliographie. Il ne s'agit nullement en fait de procéder pour la bibliographie à une recension exhaustive de votre sujet de recherche, mais vraiment d'identifier les publications qui vous semblent les plus pertinentes pour traiter de ce sujet. Cette bibliographie doit donc être ciblée et comprendre entre 15 à 30 références au maximum. En tout cas, toute référence mentionnée dans le corps du texte doit être reprise dans la bibliographie en fin de section. Attention aussi au choix de la norme bibliographique utilisée, ainsi qu'à la cohérence et au respect de cette norme bibliographique. Voilà. Et je vais laisser la parole alors à ma collègue Louise pour vous présenter les données et la méthodologie. Oui. Donc, au niveau de la méthodologie, ce qu'on vous demande ici, c'est vraiment de décrire l'approche qui va être suivie par l'équipe de recherche pour atteindre l'objectif et pour répondre à la question de recherche. Donc, la Fédération Wallonie-Bruxelles demande dans le règlement qu'il y ait une description des données que vous allez utiliser, donc de quelle nature seront ces données, quelle est leur disponibilité, le coût pour accéder à ces données éventuellement. Ensuite, il faut bien décrire la méthode. Comment est-ce que vous allez faire? Est-ce qu'il va y avoir une collecte de données, l'utilisation de certains équipements, un outil, des dispositifs? Est-ce qu'on est plutôt dans le quanti, dans le quali? Est-ce que vous allez utiliser des questionnaires? Quelle est la représentativité aussi de cette étude? Et il précise bien et insiste sur le fait que toute collecte de nouvelles données doit bien être motivée dans le cadre du projet et qu'il faut présenter aussi la méthodologie de cette collecte de données. Ensuite, si vous avez une analyse de données que vous collectez, là aussi, il faut bien dire ce que vous allez faire. Est-ce que vous allez faire une analyse analytique, statistique? Aussi, s'il y a une validation de prototype, quelles vont être les étapes? Si vous utilisez une grille d'analyse, etc. Donc, vraiment, permettre de montrer que vous avez réfléchi à votre méthodologie et qu'elle est en béton. Une fois que vous avez bien mis en place votre méthodologie, on vous conseille de vérifier la cohérence interne du projet, c'est-à-dire bien vérifier que la méthode de travail, elle va vous permettre d'atteindre l'objectif de recherche que vous avez fixé dans les parties précédentes pour que tout forme vraiment quelque chose de très cohérent. Un point plus particulier donc, dans cette méthodologie, c'était tout ce qui concerne le RGPD et l'éthique.
Donc, le règlement général de protection des données vous demande de limiter la traçabilité des données à caractère personnel. Donc, c'est d'autant plus important quand vous allez travailler avec des personnes, récolter des données. Donc, si c'est le cas, il faut bien mettre en avant dans votre méthodologie que vous avez prévu une procédure d'anonymisation des données. Vous devez aussi faire signer aux participants un accord de consentement, un consentement éclairé aux participants. Pour ça, on a développé un modèle, pour tous les projets de ce type. Donc, vous pouvez nous solliciter par rapport à ça. Et puis, il y a aussi la question de faire appel ou non à un comité d'éthique. Donc, pour ça, on vous a mis ici le lien vers le code d'éthique de la recherche scientifique en Belgique, qui peut être pertinent de consulter, et aussi un lien vers une checklist qui a été développée par l'Europe pour vous guider dans la rédaction d'une section sur l'éthique dans votre proposition de projet, et pour aussi déterminer si c'est nécessaire ou non de recourir à l'approbation d'un comité d'éthique. Donc, je vous invite à aller voir cette checklist qui est assez conséquente, mais ça vous donne quand même des bonnes pistes si vous êtes un peu perdu par rapport à ça. Ensuite, un point qui est quand même très important, mais qui compte pour 30% de l'évaluation, c'est tout ce qui est impact, alors que dans le formulaire, au final, ça a l'air un petit paragraphe comme ça à ajouter, mais pas du tout. C'est vraiment quelque chose sur lequel vous devez prendre le temps de réfléchir. Donc d'abord, quelques commentaires plus généraux. Quand on parle d'impact, ici dans le projet, la Fédération de Bruxelles demande que vous réfléchissiez à différents horizons spatiaux et temporels. Donc pas juste penser à qu'est-ce qui se passe à la fin de mon projet, mais peut-être voir l'impact que ça peut avoir dans plusieurs années ou au-delà de ma haute école. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut avoir en tête. Il faut aussi penser aux événements ou contextes qui sont susceptibles de favoriser ou freiner l'impact du projet et penser aussi aux démarches que l'équipe de recherche peut faire par rapport à ça. Ça, c'est pour les choses un peu plus générales. Maintenant, au niveau des impacts, donc il y a d'abord tout ce qui concerne la valorisation dans la haute école. Donc l'impact d'abord sur la recherche et le monde académique. Donc quel est l'impact sur la dynamique de recherche au sein des hautes écoles qui participent au consortium? Est-ce que c'est plutôt un impact positif pour le démarrage de nouvelles recherches ou le renforcement d'une recherche, d'une thématique de recherche qui existait déjà? Quel est l'engagement de la haute école par rapport à cette dynamique de recherche? Et aussi peut-être parler des compétences des nouveaux chercheurs, puisqu'on l'a dit, cette année, il est obligatoire d'avoir au minimum un jeune chercheur par consortium. Donc ces personnes vont développer de nouvelles compétences et c'est important de mettre ça en avant. Puis il y a tout ce qui impacte sur la formation. Là, on vous demande qu'il y ait une cohérence entre la thématique de recherche, la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est pas nous qui demandons ça, qu'il y ait une cohérence entre la thématique de recherche et les enseignements dans la haute école. Donc, il faut qu'il y ait vraiment un lien entre les deux. Puis, il y a tout ce qui est valorisation en dehors de la haute école. Donc, tout d'abord, l'impact sur la société. Quel est l'impact politique, culturel, quels sont les impacts sociaux, économiques, environnementaux, etc. La Fédération Wallonie-Bruxelles demande que vous fassiez un focus particulier sur le développement durable en faisant des liens avec les objectifs de développement durable. Il demande aussi de parler du milieu utilisateur, donc quels sont les acteurs et les secteurs qui sont impliqués et ou impactés par votre recherche, et de discuter également du rayonnement. Donc, quelles activités de diffusion des résultats avez-vous prévues hors milieu scientifique? Donc, vous allez probablement ou peut-être participer à des conférences scientifiques, faire des publications, mais qu'est-ce que vous faites d'autre hors du milieu scientifique pour qu'il y ait un impact de votre projet? Deux autres aspects un petit peu plus transversaux, on va dire, tout ce qui est dimension de genre. Donc, on l'a vu au début, le genre apparaît un petit peu partout dans le projet de recherche. Donc, au niveau de l'impact, il faut aussi y réfléchir. Donc, est-ce que la dimension de genre a été prise en compte? Si oui, comment? Si ce n'est pas, selon vous, pertinent, pourquoi? Donc, tout ça est à discuter.
Et le dernier point, c'est tout ce qui concerne la propriété intellectuelle et les aspects juridiques. De quelle façon allez-vous gérer la protection de vos résultats, etc. Une fois que vous avez terminé avec cet impact, ce qui est important, c'est au final d'évaluer, on va dire, l'utilité du projet par rapport à ces impacts. Donc, est-ce que ces impacts, les impacts que vous identifiez, sont en phase au final avec la problématique et le contexte? Sinon, peut-être qu'il faut revoir les impacts sur lesquels vous mettez un peu plus l'accent. Si oui, c'est très bien. Ça peut être aussi très intéressant d'avoir une réflexion sur les indicateurs pour évaluer ces impacts. Si vous annoncez que vous allez avoir un impact politique, mais comment est-ce que vous allez montrer qu'il y a vraiment cet impact-là? Donc, nous, on vous recommande plutôt de vous focaliser. C'est bien de citer tous les impacts que vous pourriez avoir, mais vraiment de bien vous focaliser sur certains impacts en fonction des ressources que vous avez en interne pour évaluer ces impacts et aussi de faire votre plan de travail en fonction pour qu'il y ait vraiment une cohérence globale dans tout le dossier. Donc justement, en parlant du programme de travail, donc on vous demande dans le formulaire de détailler le plan de travail sur toute la durée du projet et de structurer ce plan de travail en modules de travail. Donc il y a un template, enfin, un modèle précis à suivre qui est dans le formulaire disponible sur le site de FRHE. Pour chaque module de travail, vous devez d'abord mettre les ressources humaines qui sont nécessaires pour ce module de travail. Et chaque fois, c'est important, bien préciser qui est le responsable pour le module de travail. C'est surtout important quand il y a plusieurs chercheurs ou qu'il y a plusieurs institutions. Là, on a mis un petit rappel, un ETP, c'est un équivalent temps plein, donc 10 dixièmes. Il faut également préciser la durée, les objectifs et les tâches à effectuer en lien avec ces objectifs, et puis les résultats envisagés et les délivrables. Donc les résultats, c'est vraiment des données qui permettent de dire si l'objectif est atteint pour ce module de travail, et les délivrables, c'est plutôt des actifs tangibles issus du projet. Et enfin, on vous demande une analyse de risque. Donc ici, l'objectif, c'est toujours le même, c'est montrer que tout votre plan de travail, votre méthodologie, tout ça est très cohérent, très réfléchi, que vous avez identifié les points où ça pouvait peut-être coincer et que vous avez aussi réfléchi à des solutions à apporter, à des mesures préventives que vous pouvez prendre pour justement que ça fonctionne bien et que tout se déroule sans accroc. Par rapport au plan de travail, les points d'attention, donc c'est tout d'abord les modalités d'encadrement par rapport à l'équipe et surtout aux jeunes chercheurs qui y sont intégrés, de bien appuyer les aspects organisationnels, donc par rapport aux réunions, comment l'information va être partagée entre les différents acteurs du projet, comment la coordination générale va être organisée, donc potentiellement prévoir un module de travail de coordination transversale. Et nous, on vous recommande vivement de faire un module de travail dédié à la valorisation sur toute la durée du projet, parce que la valorisation et l'impact, c'est quelque chose qui se réfléchit et qui se travaille vraiment sur toute la durée du projet et pas uniquement, même déjà pendant la rédaction du dossier ici. Donc, c'est assez compliqué de mettre ça en œuvre juste les quelques derniers mois du projet. Donc, plus en détail encore dans cette structuration en module de travail, donc la Fédération Wallonie-Bruxelles vous demande de fournir un diagramme de Gantt. Donc ça permet de vraiment montrer quelles sont les étapes majeures de votre projet et la façon dont elles se suivent par rapport au calendrier des maximum 2 ans que peut avoir le projet. Et nous, ce qu'on vous conseille, c'est aussi de faire un petit schéma qui montre le lien entre les différents modules de travail. Ça permet d'avoir une vision parfois plus claire pour quelqu'un qui lit le dossier par rapport au module de travail. Ensuite, un point qui est assez important, c'est tout ce qui est délivrable et publication. Donc, vous le savez, donc toutes les publications qui sont, enfin tout ce qui est toute publication qui a été financée par des fonds publics doit être disponible en libre accès. Du coup, ici, pour toutes les publications que vous aurez pour le projet, vous pouvez les déposer sur la plateforme LUC, donc qui est le dépôt institutionnel pour toutes les hautes écoles.
Et il faut également déposer, donc selon le règlement du FRHE, tout ce qui n'est pas article scientifique également sur Refer. Au niveau de tout ce qui est comment est-ce qu'on encode dans LUC, etc., je ne vais pas entrer dans les détails parce que je pense que ce n'est pas l'objectif de cette séance d'information. Vous pouvez aller sur le site, il y a toutes les informations disponibles. Je vais vous mettre ici, donc dans le chat, le lien vers cette page. Donc ici, vous avez les personnes de contact la personne de contact dans votre haute école qui gère LUC et qui pourra normalement vous aider si vous rencontrez des problèmes. J'ai vu qu'il y avait une question par rapport à l'encodage de publications qu'on a fait avant de travailler à la haute école. Donc, c'est tout à fait possible de les encoder et en précisant que vous n'étiez pas à la haute école à ce moment-là, il me semble. Par contre, ce n'est pas possible à l'heure actuelle d'importer de façon très facile, on va dire, les publications. Il y a moyen, mais par du format CSV, je pense. Donc, ce n'est pas encore optimisé et on est encore en train de travailler dessus. Si vous avez des questions spécifiques, on peut peut-être en parler à la fin de la présentation, mais je ne vais pas rentrer dans les détails ici par rapport à ça, puisqu'il est déjà presque 4 heures. Comme ça, on peut passer du temps à répondre à vos questions. Au niveau des autres sections, donc, on vous demande de fournir le budget prévisionnel, un tableau général plus un tableau par haute école. Au niveau de l'expérience, donc vous devez montrer l'expérience de l'équipe de recherche. Ça semble être un point pas trop important, mais ça l'est. Si on regarde les critères d'évaluation, il y a un point qui est dédié à tout ça, donc ne le négligez pas. Vous devez aussi identifier 3 experts belges ou étrangers qui pourraient relire votre proposition. Donc ici, c'est vraiment d'avoir une réserve pour les évaluations. Oui, vous pouvez déposer, bien sûr, donc LUC, ce n'est pas une revue où vous déposez un article qui est accepté et qui est ensuite publié. C'est vraiment une fois que vous avez fait votre publication, vous la rendez disponible parce que c'est obligatoire de faire cette démarche quand la recherche a été financée, je pense, à plus de 50% par des fonds publics. J'espère que je réponds à la question. Donc j'en étais aux 3 experts. Donc, ils doivent avoir une expérience de recherche, ils doivent avoir fait de la recherche de haut niveau et s'il y a des conflits d'intérêts, vous devez le mentionner. Enfin, il y a tout ce qui est annexe. Donc, on en a parlé du diagramme de Gantt, des CV, des accords de collaboration, de consortium, les articles pertinents qui vous sont demandés et des éventuelles lettres d'intention si, par exemple, vous voulez mettre en place un comité scientifique pour encadrer la recherche, parce que les chercheurs qui sont impliqués dans le projet sont assez jeunes ou ont peu d'expérience. Ça peut être une bonne façon de proposer un encadrement. Et enfin, tout ce qui concerne les signatures, donc le document doit être signé par le porteur de projet et le DP de chaque haute école. Et par contre, c'était le cas la première année, mais ce n'est plus le cas maintenant. Donc, CINERA ne doit rien signer du tout. Et on vous propose, si vous le souhaitez, d'utiliser DocuSign pour centraliser toutes les signatures. Donc, c'est un programme qui permet, juste avec l'adresse mail des gens, de faire des signatures authentifiées. Donc, ça évite de devoir courir partout pour obtenir les signatures. Donc, voilà. On arrive au bout de la présentation. On l'a déjà dit, on est une équipe pour vous aider. Donc, on peut vous aider dans la relecture et pour vous donner des conseils pour les différentes étapes du projet, pour le module de travail, pour la planification, le Gantt, la dimension du genre. Donc, on organisera, je pense, si on a des retours positifs, une petite formation plus spécifique sur le genre, pour tout ce qui concerne les objectifs de développement durable, pour le budget, la stratégie de valorisation et l'impact, les accords juridiques, on a d'autres juristes pour ça.
Je vais peut-être le préciser, je pense qu'on ne l'a pas dit, et il y a une question par rapport à ça. Donc, en effet, notre accompagnement est, on va dire, payant. Donc, il y a un prélèvement qui se fait, qui est à hauteur de 10% des frais généraux. Donc, ces frais généraux qui représentent 10% de votre budget total. Donc, on est sur généralement un peu moins de 1% qui est prélevé, mais ce prélèvement ne se fait que si le projet est accepté. Voilà, je voulais le préciser pour ceux qui ne le savaient pas, en effet. Merci Louise. Voilà. Et c'est aussi pour ça qu'on souhaite avoir l'ensemble des projets à suivre assez rapidement pour que, comme je le disais, on le fasse valider par nos coordinateurs par les coordinateurs de recherche chacune des institutions pour avoir une information claire et transparente avec tous. En tout cas, merci Antti, merci Louise. On va enchaîner sur la section questions-réponses. Et donc, du coup, j'ai passé en revue un peu les questions. Donc ici, y a-t-il des règles spécifiques concernant la resoumission d'un FRHE antérieur non retenu? Alors non, ils peuvent tous être remis. Donc en fait, tous les porteurs de projets qui ont soumis un dossier, qu'il ait été accepté ou refusé, a reçu une information de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et en tout cas pour les refuser au minimum, une petite synthèse des points positifs et des points d'intention. Maintenant, vous pouvez donc, en tenant compte de ces informations, améliorer, adapter le dossier et le resoumettre. On a eu donc chaque année, enfin donc la première année, c'était la première année. Donc l'année dernière, on a eu un certain nombre de resoumissions et un des projets resoumis a été subsidié, donc voilà, c'est tout à fait possible. Maintenant, ce que vous aviez aussi reçu de la Fédération Wallonie-Bruxelles, en plus de cette petite fiche d'évaluation, c'était aussi un espèce de positionnement par rapport, voilà, donc un positionnement en tiers. Est-ce que ça faisait partie du premier tiers? Est-ce que ça faisait partie du deuxième tiers? Est-ce que ça faisait partie du troisième tiers? En tenant à l'esprit que plus vous étiez loin dans les tiers, moins les points étaient bons, et donc plus le travail sera important si vous décidez de resoumettre et d'avoir des chances d'être sélectionné. Alors, au niveau j'ai eu plusieurs questions qui concernaient le porteur de projet. Donc oui, le porteur de projet doit être engagé à titre définitif ou il doit être du personnel directeur. Et donc non, un porteur de projet qui n'est pas engagé à titre définitif, s'il n'est pas directeur, ne peut pas porter le projet. Donc il peut être chercheur sans aucun doute, mais il ne peut pas porter le projet. Alors, donc, un porteur ne peut pas l'être deux fois, un chercheur ne peut pas l'être deux fois, mais en gros, c'est une même personne qui ne peut pas participer à deux projets différents. Et donc, on ne pourrait pas cette année dire il est porteur dans un projet, il est chercheur dans une autre. Il est soit l'un, il est soit l'autre, et c'est un nom, un projet. Donc, j'avais une question aussi qui demandait si le chercheur porteur pouvait être la personne novice. Ben, en gros, si elle est novice et qu'on doit démontrer dans le dossier tout ce qui est mis en place pour bien l'encadrer et assurer que la recherche puisse avancer, etc., ben, elle aura du mal à être considérée comme le porteur de projet, puisque lui-même est en fait comment vais-je dire, le coordinateur scientifique du projet. Et donc, s'il n'a pas d'expérience, ça devient très compliqué à mon sens, de le nommer à ce poste et en tout cas de faire passer cette information. Ce qu'il ne soit pas l'un des chercheurs de l'équipe. Oui, mais si un porteur de projet est membre du directeur, il se peut en effet qu'il ne soit pas membre de l'équipe de chercheurs, mais il aura les compétences. En principe, c'est ce qu'il recherche, c'est que le porteur de projet ait les compétences, les capacités à pouvoir coordonner scientifiquement, administrativement et de manière comptable le projet.
J'avais une question qui concernait un projet en cours lors du premier appel, à savoir, qui impliquait plusieurs hautes écoles, plusieurs porteurs. Est-ce qu'on pouvait soumettre un projet cette année-ci pour une continuité? Mais en principe, oui, si on estime que ce projet qui a démarré en 2020, pour une période de 2 ans, en principe, sera terminé au moment où le projet soumis cette année sera subsidié et pourra démarrer. Et donc, du coup, il n'y a pas d'overlap. Et donc, les personnes qui étaient impliquées dans un projet il y a 2 ans pourraient être de nouveau impliquées dans ce projet-ci. Il faut vraiment faire attention entre la date de clôture du premier projet et la date de démarrage du suivant. J'avais aussi une question qui concernait à partir de quand est-on considéré comme un chercheur sans expérience. Donc là, nous n'avons pas, enfin, le règlement ne reprend pas de critères bien spécifiques. Maintenant, en effet, parfois, certaines personnes, parce qu'elles ont un étudiant qui a participé à un projet de plus grande envergure, est cité dans une publi, bon ben voilà, on ne va pas dire qu'il a vraiment une expérience de recherche, mais dans le cadre de sa formation estudiantine, il doit faire un travail de recherche en tant que TFE, mais ça c'est tous les étudiants, donc je dirais qu'on ne peut pas les considérer avec une expérience de recherche, enfin, ça va de soi. Si maintenant il a été il apparaît dans une ou deux publications dans lesquelles il a été vraiment actif, ben, il ne peut plus être considéré comme novice, à mon sens. Il y avait une question qui concernait l'interdisciplinarité, et donc puisque c'est un facteur presque obligatoire, est-ce qu'on ne nous oblige pas à avoir un partenariat inter-haute école? Et donc là, c'est une question qui avait déjà été abordée dans le document, dans la foire aux questions. Non, on vise la multidisciplinarité et pas nécessairement la pluri-institutionnalité. Et donc, on peut avoir une seule haute école qui soit porteur et qui pourrait associer un département paramédical, donc une section kiné, avec un département social, par exemple. On pourrait, et donc là, ce sont vraiment deux catégories différentes. On pourrait, au sein de la catégorie technique, avoir du pluridisciplinaire en alliant de la chimie et d'éthique, ou encore, on pourrait avoir, au sein d'une même catégorie, des spécialités qui sont fort proches, une collaboration entre un sociologue et un anthropologue. Et là, on a bien deux disciplines différentes au sein de la même haute école. Donc, interdisciplinaire ne veut pas dire nécessairement plusieurs hautes écoles qui sont impliquées dans le projet. La sous-traitance, j'avais une question de sous-traitance. Donc en fait, un partenaire est un partenaire de recherche. Dès le moment où vous voulez, même pour une journée de travail, le dédommager, c'est de la sous-traitance. Et donc il est il est soit partenaire, il est soit sous-traitant. Donc il ne peut pas être les deux en même temps. Maintenant, une petite flexibilité qui est offerte cette année-ci, c'est qu'un partenaire qui met à disposition du matériel, qui met à disposition du personnel, on pourrait lui fournir, donc la haute école, sur son budget, pourrait lui fournir les consommables pour les expériences qu'ils ont effectuées dans le cadre du projet. Donc ça, c'est une nouveauté de cette année-ci. Et donc, on reste bien dans uniquement l'approvisionnement du consommable et pas dans la sous-traitance, donc où on va payer le consommable, on va payer le temps de la personne qui va faire les tests et la location de l'équipement. Sinon, ce n'est pas un partenaire. Alors, évidemment, donc, par rapport au projet, donc, des projets qui vont être resoumis pour une suite après 2 ans. Donc, comme je le disais, la même équipe peut rester avec l'obligation pour l'ensemble de cette équipe d'avoir une expérience, enfin pas d'expérience dans le domaine de la recherche. Il y avait une autre question.
Alors non, le nombre de pages n'est pas imposé, qu'il soit minimum ou maximum. Ce qu'il faut, c'est de répondre de Si, manière exhaustive et complète. Si, il y a Si, il y a un nombre maximum pour les parties de présentation du projet, mais il n'y a pas de minimum. Par contre, pour être très transparent, ça arrive assez rarement qu'il y ait des chercheurs qui aient trop peu de pages. Généralement, on se pose plutôt la question de réduire, qu'est-ce qu'on peut enlever, plutôt d'avoir trop peu de pages. Donc, je dirais qu'il ne faut pas se tracasser par rapport à ça. Si on trouve que son projet est complet et qu'on n'a pas le nombre de pages qui est demandé, ce n'est pas du tout un souci. Je pense que ce sera même apprécié des jurys si le dossier est complet, mais synthétique. Et Oui. pour la proposition de projet détaillé, c'est maximum 25 pages. Oui, désolé. Alors, au niveau des frais, j'ai plusieurs questions autour des frais. Donc, les frais de fonctionnement, c'est un frais forfaitaire, comme je vous le disais, c'est 10% des frais de personnel et des autres frais d'exploitation. Donc, ils ne comprendront pas dans ces 10% les parties que vous devez amortir, les instruments et matériels. Alors, a-t-on des nouvelles en ce qui concerne la justification des frais pour les remplacements? Non, Oksana, nous n'avons pas de réponse à ce niveau-là. Donc, pour le moment, on doit demander dans le budget prévisionnel, dans le cadre d'un détachement, d'un enseignant qui serait détaché à la recherche, on doit demander l'équivalent pour son remplacement en tant que fonction d'enseignant. Au niveau de la propriété intellectuelle, donc quel que soit l'appel à projet pour lequel vous répondez, et même s'il n'y a pas d'appel à projet, ça c'est la législation belge. La propriété intellectuelle n'appartient pas aux chercheurs. La publication, etc., elle appartient à l'employeur. Donc, l'employeur, on va considérer que c'est la haute école. Enfin, normalement, l'employeur, c'est la Fédération d'Uni-Bruxelles, mais ça, avec les régions, il y a des accords. Donc, c'est bien la haute école qui détient la propriété intellectuelle des résultats de la recherche qui ont été effectués. Donc, ça, c'est une question qui a été posée ici. Donc la sous-traitance, on en a parlé. Alors le genre, il y avait beaucoup de questions dans le genre, mais enfin qui étaient très ciblées, qui étaient plutôt l'équilibre homme-femme. Et donc, est-ce qu'on pouvait aussi regarder le nombre d'hommes et de femmes dans les partenaires? Ben oui, s'ils sont partenaires, c'est qu'ils font partie de la recherche, ils font partie de l'équipe de recherche. Et donc, évidemment, le nombre d'hommes et de femmes inclut tous les partenaires. Maintenant, c'est un des éléments, mais ce n'est pas l'élément principal du genre. Comme l'a expliqué Antti, ça c'est bien plus large que ça. Et enfin voilà, je veux dire, vous seriez sur un 35, 65, que ce soit homme-femme, femme-homme. Si tous les autres critères qui adressent le genre dans votre étude sont bien sont bien analysés, bien argumentés. Voilà, l'équilibre homme-femme, il faut faire attention, mais il ne faut pas non plus tout concentrer là-dessus. Donc ça, c'est pour les questions que j'ai passées en vue. J'ai vu qu'il y avait des nouvelles questions qui sont arrivées. 25 pages minimum, les justificatifs, la propriété intellectuelle, on en a parlé. Sinon, Michele, j'avais noté quelques questions qu'on n'a pas encore passées en revue. Il y en avait une qui demandait si le chercheur sans expérience devait déjà être nommé dans le dossier et si c'était... En fait, ces questions-là, pardon, tu l'as dit. J'ai répondu Pardon, en je m'excuse. j'ai pas checké. Quand on connaît, on joint le CV. Quand on ne connaît pas, on joint les qualités recherchées, le profil recherché. Ben maintenant, il y en a peut-être d'autres auxquels j'ai pas répondu, mais en général, j'ai fait attention à... Il y en avait une sur le partenaire, le fait que le partenaire soit d'une université, enfin, par exemple, une université étrangère, est-ce que c'était un plus ou pas? Le fait que le calendrier n'était pas adéquat, mais ça, on en a déjà parlé. Et malheureusement, on n'a pas beaucoup de prise là-dessus, mais on essaye de faire du lobbying, on va dire. Et que représentait la charge de interlocuteur comptable pour le porteur de projet?
Et puis le sans expérience est encore revenu. Donc peut-être que ça vaudrait la peine d'aller vers la Fédération Wallonie-Bruxelles pour leur demander plus de précision au niveau du sans expérience. Est-ce que ça veut dire juste jamais financé ou zéro public, ou peut-être qui pourrait nous donner plus de précision par rapport à ça, pour que ce ne soit pas sujet à interprétation, on va dire. D'accord, donc ça on peut faire et on mettra à jour la FAQ. Alors, au niveau des partenariats, il n'y a pas un projet porté par une seule haute école ne sera pas mieux ou moins bien coté qu'un projet porté par plusieurs autres écoles ou qu'un projet avec des partenariats d'institutions scientifiques belges ou étrangères. Le projet, c'est en fonction des expertises qui sont rassemblées, est-ce qu'elles sont capables de répondre aux défis qu'elles se lancent? Et avec les ressources disponibles dans les 2 ans, est-ce qu'elles seront capables de répondre à ça? Donc en fait, ce qui compte vraiment, c'est vraiment de montrer du début à la fin que ce que l'on vise est réalisable parce qu'on a les bonnes expertises, parce qu'on y a bien réfléchi, parce qu'on a 3/10 de la recherche pendant 2 ans, eh bien, c'est cette section-là, c'est cette réponse-là sur laquelle on veut se concentrer et pas l'ensemble. Donc, il faut vraiment être consistant dans le montage de son dossier et être bien accompagné est important si vous n'avez pas toutes les expertises, mais vous ne devez pas être nécessairement accompagné pour avoir un bon projet. Voilà, alors l'interlocuteur comptable. Donc en fait, il n'y a... Le souhait de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est de n'avoir qu'un seul contact. Donc avec le porteur de projet dit principal, que ce soit pour les questions administratives, que pour les questions comptables ou les questions scientifiques. Et donc, c'est lui qui va soumettre tous les rapports aux périodes qui sont demandées auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et c'est lui qui va coordonner en interne la production de ces rapports scientifiques auprès du chercheur, comptable auprès du service comptabilité. Et si il y a plusieurs autres écoles qui sont impliquées dans un partenariat, eh bien, la Fédération Wallonie-Bruxelles procède de la suite. Elle n'envoie pas. Donc, il y a un budget prévisionnel pour chaque haute école qui doit être décrit dans le dossier, mais c'est la haute école porteur de projet principale qui va recevoir la somme totale et qui, en fonction des budgets prévisionnels, va renvoyer, redispatcher, diviser par rapport à celle-là. C'est le porteur de projet principal qui doit rassembler tous les rapports comptables dans les délais impartis pour pouvoir la remettre à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et c'est bien pour cela que Louise, dans son exposé, encourageait à, dans les modules de travail, définir un module de travail de coordination qui peut être budgétisé, évidemment. Donc, ça peut être à hauteur d'un 10e, par exemple, mais de budgétiser ce 10e pour toutes ces tâches en interne. Maintenant, le fait que la comptabilité va travailler pour écrire un rapport, etc., ça, ce sont des dépenses qui ne sont pas éligibles, comme je l'ai expliqué. Elles sont reprises dans les frais de fonctionnement, qui sont des frais forfaitaires. Je pense que j'ai répondu aux différents points que tu as soulevés, Louise. Et voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interrogations, d'autres remarques à ce stade? Que faire si dans une équipe de chercheurs, la seule personne nommée est novice? Faut-il obligatoirement envoyer? Mais un novice, s'il ne peut pas être porteur de projet, que ce soit via un consortium ou pas, je pense que la situation est délicate dans ce cas-là. Alors, est-ce qu'une éducation avec le calendrier académique? Donc, la Fédération Wallonie-Bruxelles, le cabinet, sont parfaitement au courant de cette situation. Ils n'ont pas, dans le cadre du décret actuel, ils n'ont pas la possibilité ou la volonté, n'ont pas la possibilité de le changer.
mais il faut savoir que la Chambre des directeurs présidents des hautes écoles va être sollicitée assez prochainement, ou l'a été tout récemment, pour apporter des avis sur le règlement FRHE. Et nous espérons, puisqu'elle aussi a reçu cette information, qu'elle pourra faire remonter cette incompatibilité, enfin cette difficulté au niveau des calendriers. Alors, le PTT et la vidéo seront disponibles dans les prochains jours. Donc, sur notre site, enfin sur la plateforme Appel à projet, la page FRHE, la conversion en PDF n'est pas compliquée. Par contre, on doit voir si on doit couper la vidéo ou quoi, et c'est pas toujours évident. Donc, ça peut prendre quelques jours. Mais bon, voilà. Donc, maximum dans le courant de la semaine prochaine, ce sera fait. Je pense avoir répondu à la question de Madame Hubert. Un partenaire, s'il est partenaire, il ne peut pas être sous-traitant. Donc même dans le cadre d'une journée, on ne peut pas lui payer sa journée de prestation. J'avais dit le seul élément neuf que l'on a actuellement, c'est peut-être de pouvoir fournir les consommables. Voilà. Est-ce qu'il y a encore quelques questions? Là maintenant, on est beaucoup moins nombreux, donc s'il y a des gens qui veulent intervenir à l'oral, vous êtes les bienvenus. Et donc voilà, pour toute information complémentaire concernant le règlement, la FAQ, vous avez mon adresse courriel. Mais prenez quand même le réflexe d'aller lire la FAQ avant, avant de nous contacter, parce que c'est souvent les mêmes questions qui reviennent. Donc merci à ce niveau-là. Un étudiant jobiste universitaire peut-il être rémunéré? Donc ça, je pense que j'ai déjà répondu à cette question-là en email. En fait, un jobiste est un jobiste. Il n'est pas attitré à une autre école. Un étudiant, les étudiants peuvent travailler à partir de 16 ans. Donc, ils pourraient être dans une école secondaire pour faire une tâche de jobiste bien particulière. Donc, qu'il soit universitaire ou haute école d'une école secondaire, il n'y a absolument aucun souci, pour autant que le travail qu'on lui demande est un travail de jobiste, donc quelque chose qui va vous faciliter la tâche, si c'est de la retranscription, si c'est une aide aux enquêtes, mais bon, voilà, mais ça ne va pas être un TFiste, ça ne va pas être quelqu'un qui va contribuer donc à la recherche, puisqu'il va être payé pour une prestation de service. Et voilà. Et dans le cas d'une prestation de service, un jobiste, soit vous avez un contrat, c'est la haute école qui a un contrat avec le jobiste pour le dédommager de ce que vous avez, ou vous passez via un bureau d'intérim et la haute école a un contrat de prestation de jobiste avec le bureau d'intérim. Mais vous n'aurez jamais un contrat de jobiste entre la haute école et l'université. Sinon, ce n'est pas un travail de jobiste. Voilà, mais je vois qu'on a apporté pas mal de réponses aux questions. En tout cas, bon, on a essayé de répondre au mieux. En effet, on va essayer d'avoir plus d'informations sur les critères du chercheur sans expérience, enfin du futur chercheur sans expérience préalable, et dès que nous l'aurons, cette information, nous la traduirons dans le FAQ. Et donc la FAQ, elle est, comme je vous le disais, disponible sur la page de l'appel, et vous verrez à chaque fois, on a la date de la dernière mise à jour, donc ça vaut la peine de vérifier à différents moments s'il y a des nouveaux éléments qui sont intervenus. Bien, merci à tout le monde. Et donc, voilà. Nous, c'est-à-dire Louise, Antti et moi, allons rester en ligne encore un petit peu. Donc, si vous avez des questions,
que vous préférez aborder avec un groupe restreint, ben dans les minutes qui vont suivre, ce sera tout à fait possible. Merci. Michele, il y a une question sur la limite d'âge pour le coordinateur. Moi, je dirais qu'il n'y en a pas, tant qu'il Non. travaille dans la haute école. Peut-être. Oui, oui. Non, il n'y a pas de limite d'âge, ni pour les chercheurs, ni pour le jeune chercheur, enfin, ni pour le chercheur sans expérience préalable. Maintenant, comme l'idée, c'est de favoriser le développement de la recherche en haute école et de donner la possibilité à quelqu'un qui n'a pas d'expérience d'en développer pour par la suite pouvoir continuer à développer la recherche au sein de la haute école. Évidemment, si votre chercheur sans expérience préalable a 62 ans, la pérennité pour la haute école, elle n'existe pas puisqu'elle sera juste les 2 ans de la durée du projet. Donc voilà, il n'y a pas de limite, mais il faut rester logique, quoi. Si je peux me permettre, dans les projets européens, en fait, ils demandent que la personne reste en fonction pendant toute la durée du projet. Donc, si une personne est proche de la retraite, en fait, elle n'est pas éligible en tant que coordinateur. Ah oui, donc c'était ça la question qu'il y avait derrière. Ben oui, ce serait logique d'avoir, enfin, à moins qu'on attende le successeur de cette personne, donc que cette personne soit partie pour pouvoir en engager une autre, mais ce serait logique d'alors avoir quelqu'un qui puisse couvrir les 2 ans. Maintenant, voilà, si c'est un cas particulier, on pourra l'adresser. Enfin, si c'est un cas particulier pour lequel il n'y a pas de solution alternative, on posera la question directement à la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais le règlement n'impose rien à ce niveau-là. Je pense que tu peux arrêter l'enregistrement, Louise, si tu veux bien.